Bonjour à tous. Ouais, c'est bon, on est bon, on enregistre. Ok. Écoutez, bonjour à tous ceux qui sont présents en tout cas pour ce nouveau webinaire Kéfir Ensemble. Donc aujourd'hui, c'est l'équipe du laboratoire qui va vous présenter un peu ce qu'on a fait, mis au point depuis 8 mois à peu près maintenant qu'a commencé le projet. Vous dire aussi un petit peu où vous en êtes collectivement du challenge, pour ceux qui sont là et qui font le challenge. Alors moi, je vais juste dire quelques mots en guise d'introduction. Si tu peux me passer la diapo, Delphine. Ouais. J'ai une diapo pour vous. Hum, Voilà. Le temps qu'elle arrive. Voilà. Je voulais juste un peu en guise d'introduction repartir sur quelques petits points fondamentaux qui nous ont attirés vers ce projet du point de vue du scientifique. La première chose, c'est chose que vous savez déjà pour tous ceux qui cultivent le kéfir, c'est une propriété, voilà, une des propriétés les plus fondamentales de cet objet biologique, on va dire, qui concerne le kéfir de lait et de fruits, qui est que, en fait, quand on cultive le kéfir, on ne le crée pas de manière spontanée comme d'autres fermentations, comme vous le savez. On le crée à partir de grains qu'on vous a donnés et la population de kéfir croît avec votre culture et elle croît aussi en passant de main en main entre cultivateurs et utilisateurs. Et donc, la première propriété un peu fondamentale qui découle de ça, c'est qu'il existe une filiation entre finalement tous les grains de kéfir. Ou en tout cas, à partir d'une de leurs origines, il y a peut-être plusieurs origines. Alors, ça pose la question du coup, de cette filiation des grains, de son évolution et de sa composition minimale. En fait, par la domestication du grain, par le fait de le cultiver et de maintenir un grain en vie par une pratique, bah, vous sélectionnez une communauté microbienne capable de générer ce grain et qui donc contient un certain nombre de micro-organismes, avec au minimal ceux capables de générer le grain dans les conditions de culture. Donc notre première observation, donc, quand on a commencé à s'intéresser au kéfir, c'est qu'il existe dans la nature, malgré cette filiation, une grande diversité de micro-organismes qu'on peut retrouver dans différents kéfirs qui viennent d'origines différentes. Et Alexandra en touchera quelques mots. Euh, mais cette diversité questionne, en fait, à différents niveaux. Lorsque vous récupérez un kéfir d'un cultivateur qui vous l'a donné, et avec lui, ses bienfaits, ses propriétés, sa capacité de croissance, etc., sa communauté microbienne, en fait, combien de temps conserve-t-il ces propriétés dans vos mains? Est-ce qu'il évolue? Est-ce que, selon vos pratiques, même votre terroir, les choses que vous mettez dedans, votre eau, etc., est-ce que c'est quelque chose qui le fait évoluer? Et donc, cette question un peu fondamentale pour nous, et puis finalement pour les cultivateurs de kéfir, et en particulier les faiseurs de souches, si je puis dire, c'est-à-dire les gens qui développent par l'expérimentation des kéfirs qui ont voilà, certaine propriété de croissance, peut-être même certains bienfaits. Lorsqu'il passe ce kéfir dans d'autres mains, est-ce qu'il conserve ses propriétés ou non? Donc, c'est finalement un problème assez fondamental d'écologie microbienne pour nous et pour la communauté de cultivateurs que vous êtes, un problème qui touche à l'application. Si on part de l'hypothèse hein, que certaines souches de kéfir ou certains kéfirs cultivés dans certaines conditions, etc., ont des bienfaits, est-ce que ces propriétés sont stables? Est-ce qu'on peut les transmettre? Est-ce que le grain, finalement, est résilient dans sa capacité de maintenir une sorte de cœur de communauté euh, qui, du coup, a une filiation de grain en grain et qui possède finalement tout ce qu'il faut
pour conserver les propriétés d'un kéfir. Et puis, on peut avoir ensuite, éventuellement, des bactéries, des levures qui viennent être un peu des passagers clandestins de ce kéfir, mais n'en modifient pas les propriétés. Donc, ça, c'est une des questions qui nous a intéressés. Et donc, plutôt que de dériver une souche 1000 fois de main en main comme ça à travers le territoire, on a fait une, finalement, par le projet Kéfir Ensemble, une approche qui est logiquement un petit peu équivalente, mais qui est différente. C'est-à-dire, on a pris une souche qu'on a distribuée à plus de 1000 personnes et que vous cultivez voilà, pendant un an. Donc, l'idée ensuite pour nous, et c'est de comparer un petit peu ce que vous avez dans vos récipients au bout de 6 mois, un an, et par rapport à ce qu'on vous a donné, et de regarder qui est resté là, qui est venu s'ajouter, etc., si quelqu'un est venu s'ajouter. Les deux, on n'a pas de... Comment dire, toutes les réponses seront bonnes. On peut imaginer que le kéfir ne bougera pas du tout. Et dans ces cas-là, c'est très très intéressant en termes de résilience d'une communauté. Ou on peut imaginer qu'il bouge beaucoup et ça posera d'autres questions sur justement la transmission des souches et la conservation des communautés. Donc pour étudier ça, nous au laboratoire, on a dû développer un certain nombre de méthodes d'analyse. En fait, la question ne se répond pas simplement comme ça. Il n'y a pas, y a pas de façon très facile de regarder ça qualitativement et quantitativement. Et on a dû, on doit développer, on est en cours de développement d'un certain nombre de méthodes d'analyse et de, de- de traitement des grains et de traitement des données de séquençage pour pouvoir répondre précisément à cette question qui fait l'objet du challenge. Donc, je vais laisser, voilà pour ma petite introduction. Moi, je vais laisser la parole aux deux personnes qui sont les plus impliquées dans la partie concrète de cette étude autour des grains, Alexandra Joubert et Delphine Mazet. Et voilà. Et je vous souhaite donc un très bon séminaire. Comme d'habitude, pour les habitués, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et on aura à la fin de la présentation d'Alexandra et de Delphine un échange pour répondre à vos questions d'ordre technique ou plus philosophique, comme d'habitude. Vous connaissez maintenant la routine. Voilà, bon séminaire et puis bah, à toi, Alex. OK. Alors, du coup, en fait, nous, c'est vrai qu'on s'intéresse au kéfir, au laboratoire, au kéfir d'eau depuis à peu près, une dizaine d'années et ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il y a un intérêt croissant dans la littérature scientifique autour, d'une part, surtout du kéfir de lait depuis les 20 dernières années. Pas mal de publications autour du microbiote et donc du kéfir d'eau ou kéfir de fruits depuis les 10-15 dernières années. Donc il y a vraiment un intérêt, grandissant. Diapo suivante, Delphine, s'il te plaît. Merci. Donc juste pour petit rappel, en fait, donc vous savez tous ce que c'est un petit grain de kéfir. Et donc ce petit grain, en fait, qui fait à peu près entre un demi-centimètre, 1 centimètre, alors parfois un petit peu plus quand vous avez des gros grains, est en fait composé d'une matrice de polysaccharides dans lequel sont enchâssées une communauté microbienne qui est surtout composée de levures, de bactéries lactiques et de bactéries acétiques. Et donc là, on avait très envie de vous montrer ces photos, alors qui ne sont pas des photos des grains symbiose, mais des grains MCF qui nous ont été donnés par Marie-Claire Frédéric il y a quelques années et c'est un donc sur ces grains de kéfir, qu'on a pas mal étudié au laboratoire et donc la semaine dernière, on a pu faire de l'imagerie en microscopie électronique à balayage. Donc en fait, c'est une technique, d'imagerie qui permet d'observer à la surface d'un échantillon à l'échelle de l'infiniment petit. Donc là, en fait, on est dans l'ordre du micromètre. Donc juste pour rappel d'échelle, 1 millimètre, ça fait 1000 micromètres. Donc là, on est vraiment dans le tout petit. Et donc sur ces images de microscopie électronique, vous pouvez voir donc deux plans différents. Un plan à gauche un petit peu plus large, où vous allez voir en fait la matrice qui est colonisée par les micro-organismes. Et donc sur l'image de droite, vous allez voir les levures qu'on peut voir qui sont les micro-organismes les plus gros. Et vous pouvez voir également donc, les lactobacilles et les bactéries acétiques.
Et donc, je vais revenir un petit peu donc sur ce que disait, Jean-Baptiste. Pourquoi on a eu envie en fait, de faire ce projet Kéfir ensemble avec vous? Donc il y a une dizaine d'années, Christophe Lavelle avait initié une sorte de kéfirothèque, au laboratoire et donc l'idée c'était de récupérer, des échantillons de kéfir provenant donc soit de particuliers, soit d'artisans, qui fabriquent leurs boissons et donc une analyse préliminaire d'une quarantaine de kéfirs, donc là on n'en présente que 10, a montré effectivement une grande biodiversité entre toutes ces souches. Donc là, sur les camemberts, vous pouvez voir en fait en vert, ça va être tout ce qui va être levure. En bleu, on va avoir tout ce qui est famille des lactobacilles. Tout ce qui est orange, c'est plutôt famille Leuconostoc. En jaune, ça va être tout ce qui est bactéries acétiques. Violet, ça va être des bactéries de la famille Zymomonas. Donc vous voyez là, sur ces 10 échantillons, on a des compositions et des proportions très différentes en micro-organismes. Donc là, c'est une autre façon de représenter cette biodiversité, c'est-à-dire que dans les lactobacilles, il y a plein d'espèces de lactobacilles, également au niveau des levures et des acétobactéries. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que certaines espèces sont vraiment très présentes dans tous les kéfirs. Donc je ne sais pas si vous voyez sur, je sais pas si je peux avoir un pointeur sur le, au niveau de la ligne des lactobacilles, il y a une ligne à peu près au milieu du tableau. Et donc ça, c'est un lactobacille qui s'appelle Ilgardi, son petit nom, qui est quasiment présente dans tous les kéfirs. Et c'est une bactérie qui est très importante dans la formation de la matrice. De même pour les levures en bas, Saccharomyces cerevisiae, on va la retrouver présente dans tous les kéfirs. Mais par contre, comme vous pouvez le voir sur le tableau, il y a certaines espèces qui vont être présentes juste dans un kéfir, dans deux kéfirs. Donc en fait, il y a vraiment une diversité microbienne qui est très importante. Et donc c'était ça le but aussi de Kéfir ensemble, c'est d'étudier la stabilité et l'évolution de ces communautés microbiennes, donc dans le même lot de grains de kéfir au départ, au cours de multiples fermentations, dans des environnements différents, avec des pratiques différentes qui sont les vôtres. Et donc c'est pour ça on a lancé ce projet d'envoyer donc à au moins 1000 participants dans toute la France et un peu plus, Europe, Canada, donc d'envoyer le même lot de grains. Nous, de définir la composition en micro-organismes de départ de ce qu'on vous a envoyé, de récupérer donc 2 échantillons par participant à 50 cycles de fermentation F1 et 100 cycles, et ensuite que vous nous renvoyez ces échantillons au laboratoire, qu'on puisse les analyser et essayer de regarder est-ce qu'il y a une variation de la communauté microbienne et est-ce qu'on peut faire une corrélation en fonction de l'environnement et des pratiques. Et donc ça, c'est effectivement votre partie, votre challenge. Et par rapport donc à ce que je disais avant, ce qui est important, donc si on veut pouvoir corréler, donc la variabilité en fonction des environnements et des pratiques, c'est très important pour nous. C'est juste un petit rappel que, bah, vous remplissiez bien l'application, le nombre de cycles que vous avez validés, vos recettes, tout changement de recette. Parce que pour nous, c'est vraiment des informations qui sont importantes et dont on va se servir après pour pouvoir analyser et corroborer tous les résultats. Donc là, c'est juste une petite diapo pour vous présenter un peu les différentes étapes du projet. Donc, on l'a décomposé en 4 étapes. La première étape, ça a été en fait en 2023, la création donc, de la plateforme avec l'unité du muséum Mosaïque. Donc, la création de la plateforme, c'est en fait l'application sur laquelle vous rentrez vos cycles, votre recette, tous vos changements. Vous pouvez mettre vos recettes de boissons F2. L'étape numéro 2, ça a été donc de vous recruter, de vous envoyer également tous les kits d'échantillons. Là, à l'heure actuelle, on est en plein dans l'étape 3, c'est-à-dire que donc l'analyse du kéfir symbiose, la réception, le traitement de vos grains, faire le challenge en parallèle de vous, animer des webinaires. Et donc en 2025, l'étape 4, ce sera donc l'analyse des données et partager nos résultats et communiquer ces résultats avec vous.
Donc au niveau du recrutement des participants, on l'avait déjà un petit peu présenté, donc je repasse vite. Vous avez été 1300 participants inscrits au challenge. Donc on en a perdu un petit peu en route, mais là vous êtes à peu près, je pense, encore 1000. Donc vous êtes répartis, donc là on a une petite carte de la répartition en France. Donc il y a voilà, des régions qui sont un petit peu plus représentées que d'autres, mais de manière générale, on a à peu près tous les départements sont représentés. On a également des participants en Belgique, Allemagne, Suisse, Canada et les dom-tom. Et donc, au niveau de la distribution âge participant, on avait un petit peu regardé. Donc, il y a un peu deux pics. Voilà, un pic de participants plutôt vers 40 ans et un pic plutôt vers 70 ans. Plus de femmes que d'hommes à faire le challenge. Et vous êtes pour plus de la moitié un- avec une expérience intermédiaire. Donc, vous avez quand même voilà, l'habitude de faire du kéfir. 30% de débutants et 13% qui sont experts. Et donc là, voilà, ça c'était juste une petite diapo pour l'envoi des kits. On vous a mis quelques photos en fait de l'envers du décor quand on a préparé et envoyé donc les 1300 kits dans les locaux de Symbiose. Donc toute l'équipe plus d'autres personnes du laboratoire ont mis la main à la pâte, les gens de Symbiose, les gens de l'unité Mosaïque. Donc ça a été voilà une journée très très dense mais sympathique en tout cas pour nous de faire ça. Et donc Et donc, du coup, je vais laisser la parole à Delphine sur donc la partie 3, qui est donc tout ce Il qui n'y est a pas une diapo qui est passée. Oui, Ouais, si, il y en a, mais c'est une c'était diapo pour faire la transition, transition. Ah, Voilà. donc ok. c'est pas grave. Donc voilà, du Voilà, coup, je laisse la parole à Delphine. du coup, je vais vous parler maintenant plus la partie déconstruction en fait de la souche symbiose qui nous a principalement occupé ces derniers mois. Donc un petit rappel sur les grains de kéfir, en fait, il faut savoir qu'ils contiennent au moins une vingtaine de micro-organismes différents. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est difficile, en tout cas, de les différencier des espèces proches juste en les comparant d'un aspect visuel, que ça soit juste à l'œil nu, du coup, ou même d'un point de vue microscopique, c'est impossible. Et du coup, ce qu'on utilise en fait pour pouvoir les différencier, c'est un peu une information qui leur est propre à chaque micro-organisme et c'est leur génome. Et du coup, c'est un peu la carte d'identité génétique de chaque micro-organisme qui va permettre de les différencier. Donc, un petit rappel sur ce que c'est le génome et où il est situé. Donc, le génome de la bactérie, en fait, et des levures, en fait, ils sont situés à l'intérieur de la cellule. Et les génomes, en fait, c'est constitué d'un ou plusieurs chromosomes. Chaque chromosome étant lui-même fait, en fait, d'une longue molécule d'ADN qui est super enroulée. Et en sachant que du coup, l'ADN, il est fait en fait d'une succession de bases A, T, C et G. Et c'est cet enchaînement qui va être le responsable de la formation de telle ou telle protéine derrière. Et c'est du coup le support d'information pour pouvoir fabriquer une protéine donnée ou pour réguler l'expression de gènes derrière. Et du coup, c'est vraiment cet ADN qui nous permet de pouvoir identifier les souches les unes par rapport aux autres. Donc pour cela, comment on procède? Donc il faut savoir comme du coup chaque espèce va avoir un enchaînement de bases d'ADN qui lui est propre. Et en fait, pour pouvoir la reconnaître, on va comparer sa séquence à une séquence de référence. Donc là, dans le cas présent, j'ai présenté 5 espèces de bactéries et on la compare à une séquence de référence. Là, dans le cas présent, c'est Lactobacillus ordei. Et ce qu'on voit, c'est que c'est la bactérie 1 qui correspond parfaitement à la séquence de référence. Et c'est comme ça que du coup, on en déduit que la bactérie 1 correspond à Lactobacillus ordei. Donc c'est à l'échelle plus large du génome qu'on fait pour pouvoir identifier les espèces clairement. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu plus les différentes étapes qu'on a suivies pour déconstruire la souche symbiose. Donc la première étape, c'est une étape de microbiologie en fait, où on va isoler les micro-organismes qui constituent les grains en fait du kéfir symbiose sur des milieux de culture gélosés. Suite à cela, on va
utiliser des techniques de biologie moléculaire qui vont consister à extraire l'ADN qui sont du coup enfermés à l'intérieur des cellules de levure et de bactéries. Puis, l'étape la plus importante et la primordiale, c'est le séquençage de l'ADN des différents micro-organismes pour pouvoir ensuite reconstruire leur génome. Et enfin, la dernière partie du travail étant la reconstruction des génomes, parce que lorsqu'on séquence l'ADN, on va séquencer des petits bouts d'ADN, et après on utilise du coup des technologies de bioinformatique qui vont permettre de pouvoir retrouver les correspondances entre ces petits bouts d'ADN et de pouvoir reconstruire le génome entier. Ce qui permet ainsi, lorsqu'on a identifié toutes les espèces, de créer une librairie spécifique aux espèces identifiées dans le kéfir symbiose. Et enfin, ce qu'on a fait dans un dernier temps, c'est de vérifier et de valider la librairie en utilisant une autre approche. Donc la microbiologie, comment on le fait concrètement? En fait, on a les grains de kéfir que tout à chacun a dans les participants chez soi. En fait, on va les réaliser une pâte en fait dans un mortier. Et cette pâte, ensuite, du coup, on obtient un truc quelque chose un peu visqueux. En fait, on va réaliser des dilutions sérielles dans de l'eau stérile qui va permettre en fait de diluer les cellules au fur et à mesure. Car il est important en fait quand on isole des espèces sur des milieux gélosés de ne pas avoir des espèces, des micro-organismes trop proches les uns des autres. Donc là, c'est un exemple de résultat qu'on obtient pour les dilutions les plus faibles, 1,15, 10,6, 17. Et on voit bien que plus on a dilué notre échantillon, moins on a d'espèces sur les boîtes et on peut bien correctement les isoler ensuite. Donc ça, c'est l'étape qui suit du coup. Quand par exemple, là, sur cette boîte, on a des espèces qui sont potentiellement un peu proches les unes des autres, ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir des cultures pures, c'est qu'en fait, on les réisole sur boîte pour déjà s'assurer que les colonies sont bien toutes seules et isolées. Car par exemple, ce qu'on peut observer aussi comme contrôle qualité, c'est que si on a mal isolé nos micro-organismes, on peut avoir en fait une contamination. Donc là, les cellules les plus importantes qu'on observe, c'est des levures. Et ce qu'on voit un peu plus petit derrière, en fait, c'est des bactéries. Et donc là, on en déduit que cette culture-là n'est pas pure et elle ne peut pas être utilisée pour pouvoir faire la suite du process. Et là, en revanche, on voit bien qu'il n'y a que des levures à l'image, donc la culture est bien pure. Et du coup, on va pouvoir continuer la suite du process. Et la suite du process, c'est qu'on va en fait prendre une colonie de cette boîte et la mettre en culture dans un milieu de culture spécifique. Ceci dans le but en fait d'augmenter en fait le nombre de cellules en présence et de pouvoir du coup extraire plus d'ADN derrière, car c'est quand même un des intérêts principaux, c'est d'avoir une quantité suffisante pour pouvoir faire le séquençage ensuite. Donc, comment on extrait l'ADN? Donc là, c'est un petit schéma là d'une bactérie où on voit bien son ADN à l'intérieur. Pareil pour la levure. Donc, pour extraire l'ADN, en fait, tout simplement, en fait, on va couper en fait la paroi des bactéries et des levures avec des enzymes spécifiques qui vont du coup rompre cette paroi et pouvoir permettre de libérer en fait l'ADN en solution. En sachant que du coup, quand on travaille en biologie moléculaire, en fait, on travaille avec de l'ADN, ARN, etc. On travaille toujours en fait dans l'invisible parce que les solutions avec lesquelles on travaille sont donc translucides, transparentes, donc on ne peut pas le visualiser comme ça à l'œil nu, c'est complètement invisible. Donc une des techniques qu'on utilise très couramment ensuite en biologie moléculaire, c'est l'électrophorèse sur gel d'agarose. Donc le gel d'agarose, en fait, c'est comme un peu un gel d'agar-agar qu'on va couler en fait dans un moule. Et après, en fait, on va placer un peigne avec des petits puits qui va permettre ensuite de pouvoir déposer nos échantillons. Donc là, on me voit. Donc après ce gel, une fois qu'il a durci,
on va le placer en fait dans une cuve d'électrophorèse spécifique. Et là, du coup, on me voit en train de déposer les échantillons. Vous pouvez voir en fait que les échantillons, en fait, ils sont colorés. Ils sont colorés justement pour que lorsqu'on les dépose dans les puits, ça soit plus facilement visualisable. Donc, une fois qu'on a déposé tous nos échantillons, en fait, on va lancer l'électrophorèse. Donc, lancer l'électrophorèse, en fait, c'est appliquer un courant électrique qui, du coup, va permettre de séparer les molécules d'ADN en fonction de leur taille. Donc là, en fin de migration, on va avoir une séparation des molécules. Et ensuite, la dernière étape, c'est la révélation de l'ADN en soumettant les échantillons aux UV. Pourquoi aux UV? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas précisé auparavant, mais lorsqu'on fait ce genre de technique, en fait, on va utiliser un intercalant de l'ADN qui va du coup se placer à l'intérieur en fait des deux, enfin entre les deux brins d'ADN, et c'est cet intercalant en fait qu'on révèle avec en le soumettant aux UV. Et ça, c'est un exemple de résultat qu'on obtient. Donc là, où c'est 5 échantillons différents d'ADN génomique. Et à gauche, en fait, c'est un marqueur de taille de poids moléculaire où, en fait, la bande la plus haute, en fait, c'est 20 000 paires de bases. Donc, on voit qu'on a vraiment des ADN de très grande taille, ce qui est normal, car c'est ce qui est attendu quand on extrait des ADN génomiques. Et du coup, suite à cela, la dernière étape, comme je l'ai présenté avant, c'est vraiment de connaître précisément la séquence d'ADN de nos échantillons pour pouvoir les identifier par la suite. Donc, pour cela, on a utilisé un type de séquençage de nouvelle génération, le séquençage nanopore. Donc, c'est un séquençage qui est rapide, fiable et qui a l'avantage aussi d'être portable. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un mini séquenceur qu'on pourrait même utiliser à l'extérieur. Enfin, c'est très facile. Et quand, du coup, c'est vraiment très petit. Ça fait une taille de à peu près 12 cm. Donc, comment ça marche? En fait, dans cet appareil, en fait, on va placer une flocelle. Cette flocelle, en fait, elle est constituée d'une membrane qu'on voit ici, qui est elle-même faite de 2048 nanopores, donc comme des petits trous, en fait. Et c'est dans ces petits trous, en fait, que la molécule d'ADN va ensuite passer. Et donc, cette membrane, elle est chargée électriquement. Et en fait, lorsque la molécule d'ADN va passer dans ces pores, en fait, ça va créer en fait une déstabilisation en fait au niveau du courant électrique. Et du coup, en fonction de la base d'ADN qui va passer, qui va être plus ou moins grande ou grosse, il va avoir une déstabilisation proportionnelle. Et c'est après avec des algorithmes, etc. En fait, il va avoir une conversion de ce signal électrique en base de l'ADN. Et c'est comme ça, du coup, qu'on arrive à convertir et à retrouver la séquence de nos micro-organismes. Donc là, ça, c'est la petite surprise. Toutes les espèces, du coup, qu'on a identifiées dans les grains de kéfir symbiose. Donc, on a identifié 5 levures que je vais un peu plus détailler ensuite. 8 bactéries lactiques et 7 bactéries acétiques. Donc, plutôt que juste vous lister tous les noms, en fait, j'ai décidé de faire un peu plus une présentation de déjà si c'est normal en fait de les avoir identifiés. Donc là, c'est toutes les levures qu'on a identifiées, donc Ancinaspora viabrensis, Brettanomyces bruxellensis, Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces bailey et Paradoxus. Donc, ce qui est important à noter, c'est que ils sont toutes retrouvées dans le kéfir de fruits, à part Paradoxus, qui est plutôt normalement une levure sauvage qu'on retrouve normalement dans les chênes, mais elle a un intérêt de plus en plus fort dernièrement pour l'alimentation, car en particulier dans tout ce qui est brasserie, car elle est capable d'utiliser le maltose et elle pourrait développer en fait des arômes un peu différents des autres levures couramment utilisées. Et ce que vous pouvez voir, c'est que toutes ces levures, elles sont présentes dans le kéfir de fruits, comme je l'ai dit, mais elles sont aussi retrouvées dans d'autres aliments fermentés. Donc là, on voyait bien la variété en fait des aliments fermentés, on les retrouve. Et pour Saccharomyces cerevisiae, celle que vous connaissez le plus,
elle est importante dans le kéfir parce qu'elle va apporter en fait des nutriments aux bactéries lactiques et donc c'est vraiment important qu'elle soit là. Après, les autres qu'on a identifiées, elles sont aussi couramment retrouvées. Brettanomyces bruxellensis, vous l'avez peut-être souvent entendu parler dans tout ce qui a rapport avec le vin parce qu'elle va donner en fait des arômes désagréables au vin. Après, Ancinaspora valbiensis, elle est de plus en plus utilisée dans l'industrie car en fait, elle peut produire en fait des biopolymères biodégradables. Donc, dans tout ce qui est un peu à la mode pour éviter d'utiliser les énergies fossiles, c'est très intéressant. Et Saccharomyces bailey, elle est assez aussi très intéressante parce que elle est présente dans des environnements souvent qui sont riches en chutes très acides. Donc c'est aussi logique qu'elle puisse en tout cas survivre dans le kéfir. Et c'est vrai que c'est en rapport avec l'acidité, on l'a vérifié en fait nous-mêmes au laboratoire. C'est-à-dire que lorsqu'on l'étale en fait sur un milieu gélosé avec de l'acide acétique, en fait, elle arrive à pousser, contrario à Saccharomyces cerevisiae, où elle est pas capable, en tout cas aux concentrations on l'a faite, de pousser. Donc, qui montre bien qu'il y a vraiment une diversité de phénotypes entre les espèces. Donc ça, c'est les bactéries lactiques, donc un peu les bactéries souvent associées à des vertus santé, qu'on retrouve toutes classiquement dans le kéfir de fruits dans la littérature, qui sont souvent aussi, pareil, retrouvées dans d'autres aliments fermentés et avec parfois un intérêt plus négatif, en tout cas, par exemple pour Lactobacillus ilgardi, dans le vin et l'hydromel, c'est associé plutôt à des effets négatifs, alors que dans le kéfir de fruits, elle est très importante parce que c'est la première qui a été identifiée et qui est du coup responsable justement de la production de la matrice de dextran. Et donc elle est vraiment fondamentale, en tout cas pour le kéfir de fruits. Donc là, c'était juste pour vous montrer que du coup, dans un aliment, on peut avoir des effets néfastes, et dans un autre, c'est bénéfique. Donc ça prouve bien qu'il y a des fois, à chaque fois, des vertus suivant les associations qu'il y a entre les espèces, des vertus qui vont être différentes. Et là, par exemple, une autre bactérie qui était aussi assez intéressante que j'avais vue, c'est du coup Lactobacillus diolivorans, où en fait dernièrement, il a été montré que en fait, elle pouvait avoir un intérêt pour protéger, en tout cas chez des souris, contre la salmonellose. Et enfin, Nageli aussi a aussi des vertus santé assez intéressantes parce qu'elle produit un certain nombre de métabolites qui pourraient du coup être utilisés pour leurs vertus santé. Donc là, j'ai parlé du phényllactique acide, mais il y avait aussi d'autres métabolites intéressants. Et enfin, du coup, les dernières espèces identifiées, c'est les bactéries acétiques. Et donc, toutes les espèces qu'on a retrouvées, elles sont toutes classiquement retrouvées dans le kéfir de fruits, mais on le retrouve aussi dans d'autres aliments et des fois dans des environnements un peu plus inattendus, par exemple comme dans le cacao, comme elle l'avait présenté Marie-Claire Frédéric, où là aussi, en fait, il y a bien une fermentation des fèves de cacao pour avoir, in fine, le chocolat derrière. Par exemple, et d'autres espèces comme Acetobacter orientalis, elle est retrouvée aussi dans du yaourt caucasien, kéfir de lait. Et elles ont toutes aussi, les bactéries acétiques, un intérêt assez fort en fait dans tout ce qui est industriel. Par exemple, là, Comedibacter medelinensis, il y a des publications où en fait ils utilisent la cellulose qu'elle produit pour l'utiliser dans des supercondensateurs, donc en fait des réservoirs de stockage d'énergie pour, je verrai par exemple des voitures électriques, choses comme ça. Gluconobacter oxydans, en fait, vu qu'elle est capable d'oxyder partiellement le sucre et l'alcool, en fait, ils utilisent cette capacité pour, par exemple, synthétiser divers produits comme que vous connaissez comme par exemple la vitamine C. Et si on va plus sur Acetobacter orientalis, en fait, l'acide qu'elle produit, l'acide lactobionique dans le yaourt caucasien, aurait aussi des vertus probiotiques, des vertus santé intéressantes. Ah, je vais peut-être trop vite. Donc, je vais laisser la suite
à Alexandra, plus pour vous parler en fait de la partie bioinformatique, validation en fait de la librairie et des espèces qu'on a identifiées. Donc effectivement, comme Delphine l'a présenté, on a réussi à isoler en microbiologie donc 20 espèces qui sont donc dans le kéfir symbiose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est valider en fait cette librairie de référence pour être sûr qu'on est passé, enfin qu'on a oublié personne. Donc là, pour ceux qui vont reconnaître, c'est un peu la référence, c'est le qui est. Donc là, on a nos 20 espèces et ce qu'il faut, c'est les retrouver dans le grain de kéfir de manière directe. Parce que je ne sais pas si Delphine l'avait mentionné ou pas, il y a certaines espèces bactériennes qui sont très difficiles à faire pousser sur milieu gélosé. Et donc là, il faut s'assurer on va dire qu'on a bien retrouvé tous nos petits. Donc effectivement, donc là, chaque espèce a été séquencée. On a sa carte d'identité qui lui est propre et un génome qui lui est propre. C'est représenté par les petites molécules d'ADN de couleur. Donc ça va constituer en fait notre librairie de référence où on va mettre donc tous ces génomes de référence ensemble. Et donc, d'un autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc, une extraction et un séquençage de l'ADN génomique directement à partir des grains de kéfir. Donc, au niveau de la méthodologie, ça va ressembler à ce que Delphine a déjà présenté. C'est que pour extraire l'ADN génomique à partir directement des grains, on va réaliser donc une pâte de la même façon que précédemment pour faire de la microbio. Mais là ensuite, à partir de cette pâte, ce qu'on va faire, c'est que pour extraire l'ADN qui est présent à l'intérieur donc des levures et des bactéries, on va de la même manière utiliser des enzymes, des sortes de ciseaux, donc pour aller casser les membranes et récupérer l'ADN. Et donc l'ADN qu'on va récupérer, c'est l'ADN qui est de tous les micro-organismes qui sont présents dans notre grain de kéfir. Et on va pouvoir également procéder de même avec la boisson, c'est-à-dire que la boisson, on peut la centrifuger et récupérer en fait le culot de levures et bactéries, et de la même façon, aller extraire l'ADN génomique de ces micro-organismes-là. Et on va ensuite donc séquencer l'ADN de la même façon avec le nanopore qu'a présenté Delphine. Et donc ensuite, maintenant, on va comparer donc l'ADN qui est contenu dans nos grains, donc ce qui est à gauche sur la diapo, et aller regarder si effectivement tout ce qui est contenu dans l'ADN des grains, on peut le réassocier aux 20 espèces que l'on a pu isoler et séquencer séparément. Et donc là, en rouge, par exemple, on peut avoir des choses qui vont être non associées à une espèce qui a déjà été identifiée, donc une de nos 20 bactéries ou levures. Et donc pour ça, on utilise en fait des outils bioinformatiques qui vont nous aider à faire ces analyses. Parce qu'en fait, là, on ne parle pas de dizaines de séquences. Quand on fait du séquençage d'ADN, on parle de milliers de séquences, voire de millions de séquences. Donc ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas faire à la main. Donc on a des outils bioinformatiques qui le font à notre place et qui donc analysent toutes ces petites séquences d'ADN et qui vont essayer de voir, donc par exemple pour Lactobacillus sordi, toutes les séquences d'ADN contenues dans les grains qu'il va reconnaître comme appartenant donc à la petite molécule bleue, il va donc les mettre dans un fichier, il va dire voilà, là j'ai retrouvé tant de molécules d'ADN qui correspondent à cette espèce. Et en rouge, donc il va nous mettre dans un fichier tout un tas de séquences qu'il n'a pas réussi à identifier. Et donc là, c'est une représentation en fait de la validation. Donc là, ce qui est représenté sur le graphique, c'est un pourcentage donc des différentes de nos 20 espèces qui sont contenues dans les grains du kéfir symbiose. Donc ce qu'on peut voir en rouge, c'est ce que je vous disais, c'est les espèces qui n'ont pas été identifiées. Donc là, ça représente à peu près un peu moins de 20% de ce qu'on a identifié dans les grains. Et autrement, donc vous pouvez voir une sorte de répartition donc en jaune, ça va être tout ce qui est plutôt bactéries acétiques, en bleu, bactéries lactiques, marron orangé, tout ce qui va être de la famille Eunococcus leuconostoc, et en vert, donc les levures.
Donc vous voyez une répartition avec des espèces qui sont très fortement représentées, comme par exemple l'Antilactobacillus hilgardi, comme on disait, qui est très importante dans les grains parce qu'elle est responsable en fait de la formation de la matrice. Les levures, on voit que Saccharomyces cerevisiae est également très importante, de 5% dans les grains. Il y a des espèces qui sont présentes, mais qui sont effectivement faiblement représentées, comme les bactéries acétiques. Donc, elles sont dans les grains, elles sont là, mais elles représentent à peu près moins de 5%. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu donc, quand on a étudié la souche donc, de Marie-Claire Frédéric. C'est quelque chose, effectivement. Donc, les bactéries acétiques sont présentes dans les grains, mais très faiblement. Et on verra par la suite qu'elles vont être beaucoup plus présentes en fait dans la boisson. Ensuite, ce qui se passe, donc, c'est que toutes les séquences rouges qu'on n'a pas réussi à identifier, on va donc leur faire un autre process, une autre analyse bioinformatique contre une librairie qui est beaucoup plus générale avec plein d'autres micro-organismes. Et on va essayer donc d'aller voir si on arrive à reconnaître des micro-organismes qu'on n'aurait pas réussi à isoler avec la technique de microbiologie. Et donc, si on synthétise en fait donc, ce qu'on a fait au niveau donc de l'analyse de la composition des grains symbiose qu'on vous a donc de départ qu'on vous a envoyé. Donc, ils sont composés par tous les micro-organismes, donc les 20 micro-organismes qu'on a identifiés et qui ont constitué notre librairie de référence. Et donc, avec les séquences qui n'avaient pas été identifiées, qu'on a analysées avec une librairie plus générale, on a a priori identifié 2 espèces qui n'ont pas été donc isolées sur milieu sélectif. Donc une bifidobactérie, un autre lactobacille et un streptomyces. Et donc ça, c'est des analyses qui sont encore en cours pour nous, pour affiner nos résultats et être sûr de la composition des grains symbiose. Et donc là, c'est une autre analyse qu'on a fait en parallèle donc des grains, c'est-à-dire qu'on a fait en fait une analyse sur une cinétique de fermentation. Donc on a fait une fermentation F1 qu'on a laissé 72 heures, donc avec la même recette que vous, 40 grammes de grains pour 1 litre. Et donc on a fait un prélèvement de la boisson au bout de 10 heures, 30 heures, 48 heures et 72 heures. Et on a fait la même chose pour les grains. Ce qu'on a, donc là je ne l'ai pas montré, mais en fait, donc, ce qu'on voit pour les grains, c'est qu'au cours de la fermentation, on n'a absolument pas d'évolution des micro-organismes. C'est que les grains restent stables au niveau de leur composition et du pourcentage de chaque micro-organisme. C'est stable au cours d'une fermentation, c'est-à-dire qu'on va retrouver la même composition dans les grains à 10 heures, 30 heures, 48 heures, 72 heures. Par contre, dans la boisson, on voit que pour chaque espèce, on a des dynamiques de croissance qui sont différentes. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que à 10 heures, par exemple, on a beaucoup plus de levure qu'à 30 heures et 48 heures. Et donc à 72 heures, on a une reprise de la croissance des levures. Ce qu'on peut voir aussi, par exemple, c'est que le conostoc pseudomésenthéroïdes donc, a une forte croissance à 30 heures, puis après une petite chute. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est une croissance des bactéries acétiques au cours de la fermentation. Et c'est ce que vous ressentez vous aussi quand vous buvez votre boisson, c'est que plus vous laissez fermenter et plus vous avez une boisson avec ce petit goût un petit peu vinaigré qui est dû en fait au développement des bactéries acétiques qui vont effectivement après utiliser l'éthanol qui est produit par les levures et qui vont le transformer en acide acétique au cours de la fermentation F1 avec les grains. Et donc là, c'est une autre représentation en fait en temps donc de cette dynamique, on va dire, de croissance des micro-organismes. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de micro-organismes dans les grains et dans la boisson. Mais effectivement, il y en a certains qui sont là, mais qui n'ont pas forcément une grosse croissance. Et il y a certains micro-organismes qui vont se retrouver de manière très majoritaire dans la boisson. Et donc là, par exemple, en fin de fermentation à 72 heures, on va retrouver principalement un Lactobacillus ordei, on va retrouver
Eunococcus chitarae, on va retrouver le conostoc pseudomésenthéroïdes, qui sont des espèces donc, qui sont très présentes dans la boisson en fin de fermentation. Donc, si je veux, là, c'est juste une petite diapo pour faire une petite comparaison rapide grain-boisson. Donc, ce qu'on peut voir sur les 20 espèces qui ont été, en tout cas, identifiées, isolées, on va retrouver 8 espèces qui vont être majoritaires au niveau de la quantité, de leur proportion. Donc, il y a 3 levures, 5 lactobacilles. Donc, ce que je disais, c'est que les bactéries acétiques vont être très minoritaires dans les grains, mais elles sont quand même présentes et elles ont donc, certainement une fonction. Et donc, dans la boisson, on va pouvoir voir que au cours de la fermentation, on va avoir une croissance de ces bactéries acétiques qui va être de plus en plus importante. Et donc, Lactobacillus hilgardi, qui est beaucoup plus présente dans les grains que dans la boisson, et qui s'explique, et c'est des choses qu'on a déjà retrouvées quand on a étudié la souche de Marie-Claire Frédéric, c'est que Hilgardi, elle est vraiment très importante dans la formation de la matrice, et c'est pour ça qu'on la retrouve beaucoup plus présente dans les grains que dans la boisson. Et donc une croissance prédominante dans la boisson de 3 espèces de lactobacilles, et donc une présence plus importante des levures dans la boisson que dans les grains. Et donc je vais redonner la parole à Delphine pour la fin. Bah là, c'est juste pour vous montrer que les participants, ils font le challenge, mais nous, en fait, aussi, de notre côté, on réalise le challenge. Alexandra, en fait, elle le réalise un peu comme vous, comme à la maison, où là, elle le fait profiter les personnes de l'équipe, et du coup, elle le réalise dans la cafette, avec à peu près la même recette que la recette des chercheurs. Et donc, elle est déjà arrivée au cycle 87, donc je pense qu'au mois de janvier, février, on devrait avoir fini. Et moi, en fait, je fais aussi le challenge, mais là en version stérile. L'idée derrière étant que normalement, ces conditions-là ne devraient pas du tout faire évoluer la souche, donc à vérifier si ça se confirme ou pas. Donc là, on me voit en fait en train de préparer le kéfir sous un poste de sécurité microbiologique ou PSM qui nous permet vraiment de travailler en conditions stériles. Et donc moi, pareil, je suis arrivée au cycle 90. Pareil, au mois de janvier, février, je devrais avoir fini normalement. Et donc là, c'est une diapo un peu pour vous présenter les participants auxquels on a réceptionné des échantillons. Donc ça, c'est la carte du départ. Et là, c'est la carte des échantillons réceptionnés. Où on voit que globalement, on a réceptionné des échantillons de toute la France. Après, il y a encore quelques départements dans le sud et là dans la Nièvre où on n'a pas reçu d'échantillons. Donc, on espère pouvoir les récupérer d'ici la fin du challenge, mais on perd pas espoir. Et sinon, on a reçu aussi d'autres échantillons de l'étranger, de la Belgique, d'Allemagne, de Suisse, du Canada et puis des Dromcom. Donc on est vraiment très content pour ça, pour votre participation et votre implication. Donc là, c'est un petit résumé en fait du stade auquel en fait sont arrivés les participants en fonction du nombre de cycles. Donc là, en fait, on a le nombre de participants et là le nombre de cycles. Où on peut voir que globalement, il y a un peu des participants à tous les stades encore. Donc on a déjà certains participants qui ont fini le challenge, donc qui sont déjà fait 100 cycles, quand on a à peu près, donc on a à peu près 70 à peu près qui ont fini. Donc il y a environ 512 personnes qui sont à un cycle inférieur à 5 ans, donc qui devraient pouvoir normalement terminer le challenge correctement d'ici le mois de mai, avril-mai. Et on a 470 qui sont supérieurs à 55, donc qui devraient aussi bientôt terminer. Et du coup, on a aussi reçu 480 échantillons 55. Donc là, déjà, on est vraiment très content d'avoir reçu tous ces échantillons qu'on va pouvoir derrière séquencer. Là, c'est un peu pour vous présenter la suite. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on réceptionne vos échantillons?
Donc tout d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque échantillon qu'on reçoit, lorsqu'il est bien correctement identifié, qu'il y a bien le nom, on arrive à retrouver la personne derrière et on va lui attribuer du coup son numéro d'identifiant, numéro ID. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va faire une photo des grains à la réception pour garder un peu une trace de ce qu'on reçoit et potentiellement, si on a des problèmes ou pas derrière, on va pouvoir faire des corrélations, etc. Donc pour chaque échantillon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver une partie qu'on appelle grains frais, c'est-à-dire que les grains tels quels, on va les conserver dans un tube. Et en fait, le reste des grains, en fait, on va les faire sécher en fait dans un déshydrateur alimentaire à 35 degrés et qui nous permet déjà de réduire le volume des grains et en fait, du coup, ces grains secs sont ensuite conservés dans un deuxième tube et l'ensemble des deux, ensuite, on les place dans des boîtes de stockage et on va conserver cela à moins 20 degrés. Donc là, c'est pour vous présenter un peu les résultats un peu préliminaires qu'on a obtenus avec les échantillons pour lesquels on a réalisé les extractions d'ADN. Donc un peu ce qui nous a un peu surpris, c'est que des résultats qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'on a pour certains en fait, des rendements assez faibles en termes de quantité d'ADN. À savoir aussi que normalement, en fait, qu'on avait optimisé ce process d'extraction d'ADN génomique des grains de kéfir, lorsqu'on l'avait optimisé, on avait toujours à peu près les mêmes rendements, ce qui du coup nous a encore plus surpris quand on a quand on a fait les extractions sur les grains des participants. Donc là, c'est un exemple de résultat sur 3 échantillons. Où on voit que pour certains, on a des très bons rendements, on récupère 700 nanogrammes d'ADN génomique, ce qui est vraiment très bien. Et pour d'autres, c'est plus moyen, on va avoir 70-80 nanogrammes et d'autres très très faibles, où on est de l'ordre de 5 à 10 nanogrammes. Et ce qui est un peu difficile, c'est qu'on ne peut pas prédire à l'avance, d'un point de vue juste d'aspect des grains lorsqu'on les reçoit, qu'on va avoir un rendement derrière qui sera peu important. Donc c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Donc on a plusieurs hypothèses pour expliquer ces faibles rendements sur certains échantillons. Il serait possible que pour certains, en fait, il y ait eu un appauvrissement en micro-organismes, une perte de diversité. C'est quelque chose qui se vérifie pour certains échantillons. Donc là, pareil, c'est les rendements en termes de quantité d'ADN génomique pour 3 échantillons. Avec on a un très bon rendement. Et si on le compare à une analyse microbiologique, ou comme je l'ai présenté tout à l'heure, en fait, on étale les grains sur un milieu gelosé pour pouvoir isoler les différentes espèces présentes, on voit qu'on a beaucoup de monde sur la boîte. Donc ça, c'est assez logique. Du coup, on a récupéré beaucoup d'ADN. Mais pour d'autres échantillons, on voit bien que là où il y a une très faible quantité, quand j'étale les mêmes grains sur des milieux gélosés, soit j'ai rien ou très peu, ou alors il faudrait remonter à des dilutions avoir des dilutions plus faibles. Ou alors, quand il y a des espèces présentes, il y en a très peu ou il y a peu de diversité. Et l'autre hypothèse qu'on a pour expliquer ces faibles rendements, c'est qu'il y aurait eu peut-être un changement dans la composition, structure du grain. Par exemple, si la structure est un peu plus forte ou encapsule peut-être plus les espèces, il est parfois peut-être plus difficile de les extraire derrière. Donc ça, c'est encore hypothétique et à vérifier. Et donc là, les prochaines étapes, c'est de poursuivre l'analyse des grains des participants en essayant d'optimiser l'extraction pour obtenir un meilleur rendement pour ceux où on a des difficultés et du coup réaliser le séquençage des grains des participants. Donc là, on a pour objectif d'en séquencer au moins une bonne centaine, 500 dans l'idéal. Et suite à cela, une fois qu'on aura toutes ces données de séquençage, ce sera de développer une méthode de comparaison pour analyser ces données et pouvoir vraiment répondre à la question de départ. Donc là,
Ça va nécessiter des outils de bioinformatique, de statistiques pour pouvoir avoir quelque chose de fiable derrière. L'objectif final étant, comme l'a présenté Jean-Baptiste en introduction, de pouvoir, si possible, corréler une pratique, un environnement des participants à la présence de telle ou telle espèce. Donc là, c'est un exemple vraiment très fictif de résultats qu'on pourrait obtenir. Si on rassemble par exemple des participants qui utiliseraient des ingrédients bio, où on retrouverait par exemple une plus grosse proportion de la famille des lactobacillacées. Et si on le comparait à des participants qui utiliseraient des ingrédients non bio, on verrait cette proportion diminuer et avec la famille des leuconostocacées qui augmente. Et après, là, si on joue plus sur l'environnement, on pourrait observer, par exemple, pour des participants qui sont dans une région avec une eau riche en calcaire, on pourrait voir, par exemple, pareil, une diminution des lactobacilles. Donc ça, c'est vraiment purement hypothétique. C'est juste histoire de vous présenter un peu des résultats potentiels qu'on pourrait obtenir derrière. Donc, voilà, on va pouvoir répondre, je pense, à vos questions s'il y en a. Merci, merci beaucoup, Delphine et Alex. Je trouve que c'était très riche. Ça a laissé la plupart de nos participants un petit peu sans voix, mais il y a des questions et on va y répondre. Euh, et on a déjà répondu à quelques questions dans le chat, mais on va les reprendre pour tout le monde. Une première question un peu technique, c'était combien de temps ça prend à partir du moment où on a l'ADN de séquencer dans le nanopore, cette étape-là, quelle est un petit peu Euh, la temporalité? Du début à la fin, je dirais entre à partir du moment où on a l'ADN et qu'on prépare la librairie et qu'après on réalise le séquençage, je dirais 2, 3 jours. C'est ça, c'est ce qu'a Mm. répondu C'est ce Alex. que j'avais répondu, on est raccord. Ah, c'est bien, vous êtes raccord. Il y avait une première question, est-ce que les levures sont des champignons? Oui, les levures sont des champignons euh, unicellulaires, hein, ce qui les distingue ce qu'on appelle les basidiomycètes, par exemple, qui sont les champignons à chapeau, euh, auxquels on est un peu plus habitué, mais il y a des tas de champignons qui font pas de chapeau ou alors qui font des tout petits et qui existent sous forme un peu de filaments ou comme les levures qui forment des colonies, mais qui sont des cellules individualisées. Et même d'un point de vue évolutif, l'hypothèse, c'est plutôt que les levures ont perdu leur capacité d'être pluricellulaires pour redevenir c'est une forme d'évolution, d'être devenu unicellulaire et de pouvoir se transporter comme ça très facilement, probablement par des insectes au départ, à partir des forêts chinoises, si on en croit la littérature sur la phylogénie des levures. D'histoire. Il y a quelques ouvrages d'ailleurs qui existent un petit peu là-dessus et qui sont absolument passionnants pour voir à quel point c'est lié à l'histoire humaine, tout ça. Une autre question, c'est est-ce que Alex et Delphine utilisent les mêmes figues et le même sucre dans les deux versions laboratoires? Alors, Euh, pour les figues, oui, on utilise les mêmes figues, sauf que moi, je les utilise pas stérilisées. Delphine les stérilise de manière à s'affranchir voilà, de tout micro-organisme. Et non, pas le même sucre, parce que moi, je prends du sucre de canne roux, voilà, comme je fais chez moi. Et Delphine, elle utilise une solution de saccharose qui est filtrée pour être aussi, donc pour être stérile. Donc on n'a pas voilà, pas. Moi, je fais vraiment la recette comme vous faites vous à la maison, voilà, où il n'y a rien qui est stérile. Je le fais à la cafétéria. Et comme Delphine le disait, elle le fait voilà, dans d'autres conditions où tout est stérilisé sous un PSM, de manière à s'affranchir de toute contamination de micro-organismes extérieurs. Ok, je continue. Si d'autres veulent saisir une question pour y répondre, n'hésitez surtout pas. Comment peut-on ne pas récolter de l'ADN? Voilà, enfin, Delphine a expliqué un petit peu nos hypothèses. On n'en a pas beaucoup d'autres pour l'instant, hein, soit la matrice, soit la perte de diversité. Alexandra vous a montré au début de webinaire à quoi ça ressemblait vraiment un grain de kéfir. Donc, vous voyez que vous avez surtout de la matrice et puis
des grappes de micro-organismes accrochés comme ça en périphérie. En fait, il y en a quelques-uns qui sont enchâssés un peu à l'intérieur, mais c'est finalement un peu la richesse du biofilm qui va faire qu'il y a beaucoup de micro-organismes là-dedans. Et c'est pas forcément quelque chose de visible. Donc, vous pouvez tout à fait continuer à avoir une fermentation. Il y en a certains d'ailleurs dans le challenge qui se plaignent parfois d'une diminution un peu de la fermentation ou même voire presque à l'arrêt. On ne sait pas encore exactement à quoi ça correspond. On le saura quand on mettra à la fois ce que vous nous avez écrit sur l'application, soit parfois directement, et en analysant vos grains. Et c'est au prix de, voilà, de toutes ces corrélations qu'on pourra effectivement vous dire exactement ce qui s'est passé. Euh, une autre question, comment savoir pourra-t-on savoir si notre culture personnelle est de bonne qualité? Je pense que l'idée, c'est on donnera une réponse relativement collective. Je comprends l'effet, on comprend tous ici l'effet Tamagotchi. Vous avez tous envie de savoir exactement ce qu'il y a dans votre kéfir. On verra, on n'en est pas là. Ce qu'on pourra vous dire de personnel à la fin ou pas, ou si on décidera de peut-être de rien faire de personnel, parce que l'idée est un point précis sur ne donne pas beaucoup de réponses en fait. Hein. Les réponses, on les obtient de manière plutôt statistique et collective, mais je pense que voilà, pourra vous dire dans quelle catégorie vous êtes. Sans aucun doute, mais sachant il y aura pas des mauvais élèves et des bons élèves. Hein. Il n'y aura pas ceux qui cultivent avec amour et qui, du coup, ont plein de micro-organismes et ont gagné le challenge. Hein. C'est pas ça c'est évidemment pas ça le but. Hein. Le but, c'est de comprendre un peu plus la biologie de tout ça. Il y avait une petite J'ai vu, question. j'ai vu une question il se demande si le kéfir cultivé en milieu stérile a le même goût. Bah, je peux pas vous répondre parce qu'en fait, on le goûte pas. En fait, à l'odeur, en tout cas, il a une odeur qui me paraît tout à fait normale et convenable, mais en fait, on le goûte pas juste pour des raisons d'hygiène parce que le matériel qu'on utilise, il est aussi lavé avec d'autres matériels de laboratoire, donc on peut pas se permettre de prendre le risque. C'est conventionnellement pas possible, on va dire. En fait, c'est sans doute le kéfir le plus propre de la Terre. Mais oui, c'est une tradition de laboratoire. On ne boit pas dans la verrerie du laboratoire. Voilà. Voilà. Même si elle est neuve et qu'elle est utilisée que pour le kéfir. Euh, Oui, il y avait une question aussi sur les recherches de micro-organismes sur les figues séchées, sur les citrons. Bah, nous, on n'a pas fait, mais je pense que sur les figues séchées, on doit certainement retrouver des choses, des micro-organismes. On l'avait fait il y a longtemps avec une étudiante de mettre, justement, dans les premières expériences de bioréacteur, de mettre juste une figue pour voir. Et puis, bon, de toute façon, c'est évident que ça allait pousser. Ça avait poussé et ça sentait franchement la chaussette. Hein. Mais on n'a jamais analysé vraiment quel micro-organisme était là-dedans. Mais c'est sûr que ça apporte a priori des levures et sans doute des lactobacilles aussi. Je ne sais pas si Christophe, tu t'es jamais intéressé à ce sujet-là. Des figues seules ou si tu as une idée de ce qu'il y a là-dessus. Mais bon, a priori, Pardon, oui, j'avais le micro coupé. Non, non, et il me semble pas. Enfin, c'est une question qu'on se pose, comme tu dis, depuis très longtemps, sachant que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les discussions, effectivement, de suspicion de contamination par les bactéries, par les figues et par les bactéries apportées par les figues. Mais je crois pas qu'il y ait eu jamais d'études. En tout cas, j'ai pas d'article en tête qui a abordé ça, quoi. non, non, on pourrait le regarder nous avec notre lot, hein, mais ça serait Ouais. voilà, anecdotique d'une certaine manière. Euh, mais c'est évident qu'il y a des micro-organismes sur ces trucs séchés. Voilà. Et ce qui contribue à quelque chose au kéfir, c'est difficile de savoir. En tout cas, on n'a pas la réponse, nous. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La distribution des espèces est-elle homogène entre les grains d'une même culture? Ça, c'est une bonne question. Je dirais qu'a priori, oui, mais on ne s'est pas amusé à prendre les grains et de les traiter différemment, enfin, de faire les extractions différemment, par exemple, et de regarder s'il y a des grains un peu plus spécialisés dans les lures et d'autres dans le... A priori, si on regarde la photocopie de microscopie électronique, on voit que bon, tout le monde est là et même très proche les uns des autres.
et forment réellement une communauté. Et c'est a priori cette communauté qui croît et qui fabrique le grain et qui se divise, etc. Et que la communauté marche ensemble. Donc il y a peu de chances qu'il y ait une grosse variabilité entre les grains, mais, bon, c'est une question qui est pas inintéressante. Petit aspect, où doit-on renseigner la nature des ingrédients qu'on utilise, bio ou non bio? Bah, il y a un endroit. Il y a un endroit pour le faire. Peut-être retourner c'est dans la recette, hein. C'est dans l'indication de la recette, je pense. Ouais, Ouais. les Les ingrédients. ingrédients. Ouais, ouais, ouais. Et il y a de quoi cocher bio ou non bio, ou en tout cas de quoi le remplir. Ouais. Euh, Ah, il y a une question qui est intéressante, parce que nous aussi on s'est posé. C'est la question, est-ce que cela peut avoir un impact important, le fait de faire 100 cycles en un an ou 100 cycles en 6 mois? Et c'est vrai que nous, à un moment donné, on s'est posé la question si le fait de faire des cycles courts, par rapport à vos retours en fait de participants qui avaient des soucis de fermentation, est-ce que le fait de faire des cycles de 24 heures tous les jours pouvait effectivement affaiblir voilà, affaiblir la communauté microbienne des grains. Je pense que pour le moment, on n'a pas de réponse, mais très certainement, il doit y avoir un impact. Le fait des fois de mettre les grains un peu au repos, de manière à ce qu'ils se reboostent un petit peu. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on verra. Pour le coup, là, s'il y a un vrai impact, on le verra facilement. Parce que la part des participants qui ont fait enfin, qui font 24 heures et qui ont renvoyé leur 100 cycles, elle est pas nulle, hein. Il y a plus d'une centaine de, de grains qui nous sont revenus. Et donc ils se distinguent de la grande majorité des participants qui sont plus entre 48 et 72 heures. Donc, si on a des variations qualitatives ou quantitatives dans les grains, ça, pour le coup, je pense que c'est une réponse qu'on aura. Ouais. On n'a pas aujourd'hui, mais qu'on aura. Euh, voilà. Un retour d'expérience hors challenge lancé sur des miels bio de la maison Fedon étaient notamment plus acétiques, certains trop pour être agréables, merisier ou châtaignier par exemple. Curieux de savoir si des participants fermentent avec du miel. Bah, ça, c'est une question. Alors, je ne sais pas si ça apparaît sur le forum, mais c'est typiquement une discussion que vous pouvez avoir sur le forum. Il y a effectivement possibilité de mettre un petit peu de miel là-dedans. Euh, mais nous, personnellement, enfin, je ne sais pas si quelqu'un a de l'expérience parmi nous avec ça, mais moi, j'en ai pas. Oui. Non. Il y a toujours eu ce discours qui est sans doute un pseudo-fantasme vu les conditions, mais il y a toujours quand même ce côté bactéricide du miel qui est reconnu, lui qui n'est pas un fantasme. Et il y avait quand même souvent des discussions sur le fait que même si l'effet bactéricide en soi, il est faible, il pourrait introduire quand même des changements d'équilibre dans les communautés. Et ça, donc c'est pas totalement absurde de considérer un peu à part, éventuellement, enfin, de regarder la catégorie kéfir miel, parce qu'effectivement, on a quand même un produit qui est officiellement reconnu comme bactéricide. Ouais. Alors, j'ai discuté avec Dominique Hemlinger, qui est un chercheur à Montpellier il n'y a pas très longtemps et qui a commencé à s'intéresser à la flore du miel dans la région, Ouais, Et lui, il isole Schizosaccharomyces bombay, la levure de fission, ouais. qu'on trouve, enfin, qui est beaucoup moins connue que Cerevisiae, mais c'est pas inintéressant parce qu'en fait, elle est là, présente dans les miels, c'est quelque chose que je savais pas. Bah, Donc, ouais, la levure, ouais. Mais du coup, je crois qu'il n'y a pas d'effet sur les levures, c'est vraiment un effet bactéricide, hein. si ça se trouve, on amène par contre avec du miel d'autres levures, Ouais, etc., qui sont ouais, ouais. moins classiques que par les ingrédients Et ça, je dont on est crois un que peu plus Marie-Claire habitué. Frédéric en avait parlé, parce que comme elle écrit beaucoup, elle a beaucoup écrit sur le kéfir et sur le miel, je crois qu'elle en avait parlé, Elle ça me avait dit quelque parlé de chose dans ça? son séminaire, ça me dit quelque chose, voilà, je sais plus si elle avait fait l'expérience elle-même, mais elle fait partie de celles qui mettent du miel sans trop de soucis, mais je sais je crois qu'elle a déjà fait des observations. Et enfin, il y a une question, y a-t-il eu beaucoup de grains morts? Je ne sais pas comment vous estimez un chiffre, Delphine et Alexandra. Il y en a eu. Il y en a, il y Mm. a- il y en a eu. Il y en a Euh, eu, mais pas tant que ça. Je sais pas, j'aurais dit 5.
Enfin, avec des retours de participants qui nous ont dit J'aurais dit un peu plus, un peu ouais. plus. Ouais, Ouais, j'aurais dit peut-être une quinzaine, quoi, quelque chose comme ça, peut-être plus. Sur à peu près 500 que vous avez, qu'on a reçus. Mm. Donc, c'est pas énorme, énorme. Et ça nous intéresse d'ailleurs, hein, pour ceux qui fermentent encore et dont les grains meurent, c'est-à-dire bon, avec lesquels ils n'arrivent plus à avoir de fermentation. Là, vous pouvez voir que ça peut être un appauvrissement complet du grain, mais ça peut être d'autres choses. Donc, on est quand même intéressé, même si vous êtes à l'étape 42 ou 86, que vous n'arrivez ni à 50 ni à 100 en fait, et que vos grains sont encore là, mais sont morts, ou alors même sont sous la forme de poudre un petit peu, et que vous avez, euh, vous avez tenu le challenge jusqu'à ce que vous ne pouviez plus. Ça nous intéresse de récupérer ces grains. On ne sait jamais, c'est toujours intéressant pour nous de savoir si, s'il y a un déséquilibre là-dedans, quel est le dernier des Mohicans bactériens ou le virien à tenir la boutique. C'est des choses voilà, avec lesquelles on peut apprendre des choses. Donc, les grains morts nous intéressent aussi. Mais il n'y en a pas eu, effectivement, tant que ça. Euh, voilà. Moi, je ne sais pas si on a raté des questions. J'ai pas Non, il y avait l'impression. plus une petite question, mais qui était plus sur quelqu'un qui a envoyé les grains, mais qui a pas reçu. Donc normalement, nous, à chaque fois qu'on réceptionne les enveloppes, si ça a été, si vous avez bien mis votre nom sur l'enveloppe, on vous envoie un petit mail de confirmation. Donc si vous n'avez pas reçu de mail de confirmation, c'est que bah, soit l'enveloppe n'est pas arrivée, parce que des fois ça met 10 jours à arriver au laboratoire, soit votre enveloppe n'était pas identifiée, et donc on ne peut pas savoir à qui appartenaient les grains. Voilà. Voilà. Il n'y a plus de questions, j'ai l'impression. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non? Non. Eh ben, il reste à remercier tous ceux qui sont venus ce soir et nous écouter et nous poser des questions. Et puis, comme d'habitude, ça sera disponible en replay, ouais, en replay. Et En rediffusion. en rediffusion, voilà. Et vous pouvez continuer la conversation sur certains points si vous voulez, directement sur le forum. Voilà. Et on vous dit à bonne fête de fin d'année, bonnes vacances ou bon hiver. En tout cas, on se verra en 2025 maintenant. Voilà. Au revoir à tous et merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.